Bonjour, alors je suis récemment tombé sur un article de Brendan Sullivan de 2013 où il recense les preuves de ce résultat qu'on connaît tous normalement, on n'a pas pu y échapper si on est arrivé en master, c'est zeta de 2 égale pi 2 sur 6. Et je veux vous présenter mon top 5 des preuves. Alors bon, zeta de 2, vous l'avez ici, c'est la somme des inverses, des carrés, des entiers strictement positifs. Hein, voilà. Bon, et énormément de chemins mènent à ce résultat. Alors, je vais vous présenter ces différentes méthodes. Je trouve qu'elles sont édifiantes de l'imagination que peuvent avoir les mathématiciens et leur jusqu'au boutisme, parce qu'il faut aussi remplir les détails, donc ils ne font pas passer leur théorème au 49.3, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en revanche, je serai peut-être un petit peu lâche sur, voilà, je vais faire un peu la grève des epsilon, puisque en ce moment c'est le moment des grèves. Moi, ma contribution, ça va être de retirer les petits epsilon et puis les petits détails pour se concentrer surtout sur les idées, parce qu'on est là pour faire des belles maths et pas forcément rentrer dans des petits détails scabreux. Allons-y. On a donc zeta de S qui est la somme des inverses des entiers, puissance S, strictement positif ici, et S est strictement supérieur à 1 pour que ça converge selon le fameux critère de Riemann. Hein. Et cet objet provient de l'arithmétique. Si je dois en faire une petite introduction, une petite motivation, quand on part du produit pour tous les nombres premiers de 1 sur 1 moins p puissance moins s, c'est là, alors, par les séries géométriques, c'est le produit des sommes de p puissance moins ks, où k est positif, et ensuite, quand je développe et que j'applique le théorème fondamental de l'arithmétique, eh bien, je vais avoir, vous voyez, chaque n se décompose de façon unique en produit de p puissance k, ce qui fait qu'il va y avoir un seul n puissance moins s ici, pour tout n, existence et unicité, et on a cette somme qui est justement zeta de s. Alors, avec cette égalité, on peut regarder la probabilité pour que deux éléments soient premiers entre eux, deux éléments choisis dans n, non nuls, hein, deux entiers strictement positifs. Alors, cet énoncé n'a pas beaucoup de sens, on va en donner un sens plus précis, mais au moins il a l'avantage d'être intuitif, à défaut d'être juste. Hein, là, je suis dans le Jean-Michel à peu près. Il ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Regardez, si on prend P, quelconque, parmi les nombres premiers, eh bien, on n'a pas, vous voyez, dans les symboles logiques, vouloir qu'ils soient premiers entre eux, c'est vouloir la négation de P divisème 1 et P divisème 2 pour tout P. Bon. Alors, quelle est la probabilité? Déjà, il ne faut pas avoir 2 divisème 1 et 2 divisème 2. Bon, mais on a une chance sur 2 que 2 divisème 1, une chance sur 2 que 2 divisème 2, et comme on ne veut pas, ça fait 1 moins 1 demi au carré. On fait pareil pour 3, 1 moins 1 tiers au carré, 1 moins 1 cinquième au carré, etc., etc. Et donc, on a le produit pour P dans grand P de 1 moins 1 sur P2. Voilà. Ce qui est, si vous regardez bien, exactement l'inverse de ceci. Donc l'inverse de zeta de 2 pour S égale 2. Voilà. Et donc, c'est 6 sur pi 2, cette probabilité. Alors, bon. Alors maintenant, si on devait prendre S nombre, et alors là, il faudrait préciser la probabilité qu'ils soient globalement premiers entre eux, vous voyez de la même manière que ça donnerait 1 sur zeta de S, cette probabilité. Alors, bien sûr, ça ne veut rien dire. En fait, il faudrait prendre la probabilité pour que M1, donc la probabilité Pn, pour que M1, M2, qui sont entre 1 et N, soient premiers entre eux,
D'accord? Alors là, ça ferait apparaître des parties entières, donc c'est moins joli, vous voyez. Moins, du coup, on perd en intuition de l'objet, mais on gagne en précision, évidemment, et ça, c'est essentiel. Et on tomberait aussi, on ferait tendre ensuite n vers l'infini, et bien sûr, avec quelques manipulations un peu, voilà, quoi, autorisées, mais quand même un petit peu pénibles, on tomberait sur 6 sur pi2, entre parenthèses, c'est dans Carnet de voyage en analyse temps, la vraie preuve. Ça, c'est la preuve intuitive. Voilà. Donc, on va attaquer cet objet, zeta de 2, qui est la somme des inverses des carrés des entiers strictement positifs, et on va l'aborder. Ce qu'on va trouver dans les différentes méthodes, c'est pas toujours exactement zeta de 2, ça peut être aussi la somme des impairs, vous voyez, pour donc la partie impaire, 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc. etc. Donc, tout de suite, ce que je fais, c'est que je décompose cette somme en I de 2, donc les impairs, et P de 2, les paires, évidemment. Donc les paires, les voilà. Et quand on met un quart en facteur, on voit tout de suite qu'on a un quart de zeta de 2. Ce qui veut dire que I de 2, c'est 3 quarts de zeta de 2. Voilà. Ça, on s'en servira, on se le garde sur le coude. Alors, je vais vous présenter mon top 5 des preuves, en commençant par la 5e et en arrivant à ma préférée, mon gros coup de cœur. Attention, quand je dis top 5, c'est des préférences personnelles et ça n'a rien à voir avec la géodésique. C'est-à-dire, pour moi, la beauté d'une preuve, c'est le voyage. C'est le voyage qu'elle nous fait faire. Dans quel monde elle nous amène et comment elle nous dépose. Pas forcément le trajet le plus court, c'est pas l'autoroute. D'accord? Alors des fois, on apprécie l'autoroute, et ça peut être très appréciable, mais ce n'est pas le critère fondamental. Faut bien s'attendre à avoir plutôt un côté carnet de voyage, guide du routard, et se balader un petit peu dans la beauté et la diversité des mathématiques. Alors voilà la méthode que je classe en numéro 5. Bon, c'est de l'analyse complexe avec la méthode des résidus. Voilà, donc on a cette formule des résidus qui est quand même assez connue, qu'on voit généralement en licence, et qui dit que si f est une fonction méromorphe, l'intégrale sur un chemin de f de z des z, on divise par 2pi, c'est la somme des résidus de f en chaque pôle, sur tous les pôles, et multiplié par l'indice du chemin autour du pôle P. Le résidu, c'est le coefficient en 1 sur z moins P de f, quand on fait son développement de fonction méromorphe. Alors, on va appliquer cette méthode des résidus à la fonction f de z égale pi z puissance moins 2 fois la cotangente de pi z que j'ai développé en cosinus sur sinus de pi z. Voilà. Alors, il est clair que sinus pi z s'annule pour les éléments de z et uniquement pour cela. C'est facile à résoudre l'équation. On le sait dans R. Dans C, c'est pas plus compliqué en écrivant la formule du sinus. Et donc, on va devoir regarder les résidus dans tous les pôles. Regardons maintenant le chemin que l'on va faire. Eh bien, c'est un carré, d'accord? C'est un carré. Ici, on va avoir n plus 1 demi, et là, n plus 1 demi, d'accord? Vous voyez, c'est le carré centré en haut, et de longueur, d'arête, 2n plus 1. Voilà. Alors, donc vous voyez que les résidus sont ici en rouge, le lacet il est en vert, les résidus ils sont là, et c'est cela qu'il va falloir regarder. Alors, on va regarder le résidu en un n, petit n, qui est non nul. Il y a un petit cas particulier, évidemment, on le voit tout de suite, en 0. Alors, en n non nul, du coup, on remplace z par n petit n plus h, où h tend vers 0. Et ça fait pi n plus h puissance moins 2.
Là, on va avoir du pi n plus pi h, donc c'est moins 1 puissance n cosinus pi h, et pareil, ici on a moins 1 puissance n sinus pi h, les moins 1 puissance n s'éliminent, et donc il va rester, ici on prend l'équivalent c'est 1, ici l'équivalent c'est 1 sur n2, ici l'équivalent c'est pi h au dénominateur, les pi s'éliminent, donc ça fait 1 sur n2h, ce qui fait que le résidu, puisque c'est le coefficient finalement en 1 sur h, eh bien le résidu c'est 1 sur n2. Mais attention, n est non nul. Il faut faire à part le résidu en 0. Alors le résidu en 0, ici, il faut regarder le développement de pi z puissance moins 2. Et là, bon, je vous ai dit, je fais la grève des epsilon. 1 moins pi 2 z2 sur 2, z pi moins z cube pi cube sur 6. Voilà. On voit que c'est un pôle d'ordre 3, mais on va regarder son résidu, c'est-à-dire le coefficient en 1 sur z. Et là, on va mettre z puissance moins 3 en facteur. On élimine les pi ici. Et là, on va utiliser une petite formule de série géométrique pour avoir 1 moins z2 pi 2 sur 2. Et plus, donc quand on va mettre z en facteur et pi en facteur, il va rester, donc, puisqu'on va remonter, ici ça va faire plus z2 pi 2 sur 6, ici, ce qui va faire que le terme en 1 sur z, le résidu, ça va faire moins pi 2 sur 2 plus pi 2 sur 6, c'est-à-dire moins pi 2 sur 3. Alors maintenant, on va essayer de borner cette fonction-là. On va montrer que cette fonction est bornée sur gamma grand N, et c'est là qu'on va comprendre comment gamma grand N a été construit. Et bon, c'est pas difficile de montrer que cosinus pi z sur sinus pi z au carré, quand on va développer z en x plus iy, avec x et y réels, eh bien ça va donner cosinus carré pi x plus sh carré pi y sur sinus carré pi x plus sh carré pi y. Donc là, on voit pourquoi on a choisi ce carré-là, n plus 1 demi, pour avoir ici quelque chose qui donne 1, et donc on est sûr qu'il n'y a pas d'annulation ici du dénominateur. Et ici, on va avoir quelque chose de borné, ici quelque chose de borné, et là, ça se compense parce que c'est la même chose. Et donc ça va être borné. Donc ici, comme ça va être borné, on va avoir de l'intégrale de dz sur z2, et ça, évidemment, ça va tendre vers 0. Donc cette intégrale, quand n, donc si je mets un grand N, cette intégrale, quand grand N tend vers l'infini, elle va tendre forcément vers 0. Ça, c'est assez clair. Mais d'autre part, en regardant la formule des résidus, ça veut dire que, alors l'indice, évidemment, l'indice c'est 1, parce que ça fait une fois le tour, d'accord, autour des pôles. Et quand on fait tendre donc vers l'infini, on va récupérer toute la série. On regarde le pôle en 0, ça fait moins pi 2 sur 3 fois 1, parce que l'indice ici. Et puis, on a des n qui sont positifs, des n qui sont négatifs, qui ont exactement le même résidu. Donc, on les regroupe pour faire 2 fois la somme des 1 sur n2. Et donc, ça nous fait bien que zeta de 2, c'est-à-dire ça, est égal à pi 2 sur 6. Preuve numéro 4. Les séries de Fourier. On va regarder la fonction f de x égale x2 sur moins pi, pi, et on va en faire une fonction de pi périodique. Voilà la tête que ça, une parabole, c'est joli, ça fait des petites guirlandes. Et le théorème de Dirichlet, où on assure ici qu'on a du C0, et puis c'est du C1 par morceau, eh bien, on a que f de x est égal à la somme pour n dans z de Cn exponentielle de Inx, où Cn, c'est les coefficients de Fourier, c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de f de x exponentielle de moins Inx dx. Voilà. Alors, on intègre par partie, pour n égale 0, c'est facile.
Et pour n différent de 0, eh bien, on intègre ça par partie. Donc je vais regarder juste cette partie-là. J'intègre par partie, je dérive x2 et j'intègre ça. Bon, alors ça va me faire un facteur ici. Et à cause du x2 ici, et le fait qu'on a la même chose là pour pi et moins pi, ça va faire 0. Donc il va rester ici 2 sur in, quand on intègre ça, il y a un plus, à cause du moins là, intégrale de moins pi à pi de, alors le 2 vient de 2x, en fait, quand on dérive ici, x exponentielle de moins i nx dx. Ensuite, on va regarder ça à part. Pareil, on intègre par partie, on dérive là, on intègre là. Bon, n est différent de 0, hein, c'est pour ça que je peux l'intégrer ici par partie. Là, j'ai ça, et cette fois-ci, j'ai une intégrale sur une période de l'exponentielle. Donc ici, ça fait 0, et il va me rester plus que ça, et on se convainc que ça fait moins 2 sur in, facteur de moins 1 puissance n, qui vient de, quand on prend x égale pi ici, et moins pi, fois pi, hein, qui vient de x égale pi, et moins pi ici. Voilà. Et 2 fois, parce que on a ajouté 2 fois la même chose. Bien. Alors, ici, je vais récapituler, et je vais avoir Cn égale donc 1 sur 2pi. Ensuite, j'avais ce 2i sur n qui est là. Et puis là, j'ai moins 2, moins 1 puissance n, pi sur in. Donc je simplifie les 2, je simplifie les pi. J'ai i fois, ça fait moins 1, je simplifie les moins 1. Et il va me rester moins 1 puissance n fois 2 sur n2. Bon, c'est 0, c'est pour n égale 0. Là, c'est l'intégrale. Eh bien, attention, il ne faut pas oublier de diviser par 2pi. Donc on divise par 2pi, on va avoir du 2 tiers de pi 3, et il va nous rester pi 2 sur 3. Donc maintenant, j'applique la formule ici, le théorème de Dirichlet, pour x égale 0. Voilà. Ce qui va faire que je vais avoir 2 Cn, parce que je remarque que Cn est égal à C moins n, d'accord, ici. Donc je vais doubler les Cn, d'accord. Donc déjà c'était un double, donc je vais avoir un 4 fois moins 1 puissance n sur n2 pour n différent de 0. Voilà, et supérieur à 1, parce que là j'ai regroupé n et moins n. Et ici, ici, je vais garder mon C0, ça fait pi 2 sur 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que je reconnais là? Eh bien, justement, ce que je reconnais, c'est pas tout à fait zeta de 2, mais ce que j'ai appelé, donc la partie impaire de zeta de 2 va être en négatif, et la partie paire va être en positif. Donc c'est moins i de 2 plus p de 2. Moins i de 2, on avait dit que i de 2, la partie impaire, c'est 3/4 de zeta de 2, et on avait dit que la partie paire, c'est 1/4. Donc entre les deux, ça va faire moins 1/2 de zeta de 2. Et il y a 4, donc ça va faire moins 2, ce qui va faire que zeta de 2 est encore une fois égal à pi 2 sur 6. On s'en lasse pas. Alors, ma preuve numéro 3, eh bien, c'est une rencontre entre Taylor et Wallis. Bon, je l'aime bien, parce en fait, c'est la première preuve que j'ai apprise quand j'étais en maths spé, avec un prof qu'on appelait le bestial, et qui gueulait tout le temps. Donc, j'entends encore ces hurlements en voyant cette preuve. Voilà. Alors, elle est simple, elle est assez simple. Elle demande quand même de connaître le développement de Taylor et l'intégrale de Wallis. Bon, l'intégrale de Wallis, ça se fait assez bien en exercice avec une petite récurrence. Alors allons-y. On part du développement de Taylor de arc sinus. C'est la somme pour n supérieur ou égal à 0. Alors ici, on a un produit des impaires, un produit des paires, et x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Je vous rappelle que cette formule, elle provient du développement de 1 sur racine de 1 moins x2. Et ensuite que l'on intègre. Et ici, on a bien sûr la condition que la valeur absolue de x doit être strictement inférieure à 1.
Donc ici, je pose x égale sinus t. Donc ici, je vais avoir, t va se balader entre 0 et pi sur 2. Et je vais avoir ici t. Et ici, je remplace x par sinus t. Alors maintenant, j'intègre de 0 à pi sur 2 cette formule. Et je vais faire passer... Alors, bien sûr, ça demanderait quelques explications, mais je vais faire passer l'intégrale sous le signe somme. Ça demande d'avoir une bonne mesure de notre reste ici. Et bon, avec, on peut majorer le reste et voir qu'il est insignifiant. Pas tout à fait évident, mais bon, je joue mon joker. Et ici, donc, je fais passer sous le signe somme ici. Et là, je vais reconnaître une intégrale de Wallis. Donc ici, j'écris Wallis. D'accord? Donc c'est sinus, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 de t dt. C'est égal au produit des paires sur le produit des impairs ici. Et là, donc, miracle généralisé. Les paires vont s'éliminer avec les paires ici. Les impairs vont presque s'éliminer avec les impairs ici. Il va rester 2n plus 1, mais encore le 2n plus 1 qu'il y avait ici. Donc on va avoir le membre de droite, ça va être la somme pour n supérieur ou égal à 0 de 1 sur 2n plus 1 au carré. Et le membre de gauche, c'est l'intégrale qu'on calcule bêtement, c'est pi 2 sur 8. Voilà. Donc on reconnaît ce qu'on a appelé I2, la somme la partie impaire de zeta sur 2, qui est égale à 3 quarts de zeta sur 2, et ça nous fait zeta sur 2 égale pi 2 sur 6. Là, on commence à arriver dans le top 2. La preuve numéro 2, c'est en fait plutôt sentimental. On va dire que, bon, c'est spécial dédicace à mon père, et à son âme, qui était un grand amateur d'intégrales. Il avait gardé, bon, c'était pas un mathématicien, hein, mais il avait gardé de ses études un amour des intégrales et des équations différentielles, et particulièrement dans les deux, des changements de variables. Et pendant un certain temps, bon, il m'a communiqué cet amour-là. Bon, ça n'a pas perduré, mais là, pour la dédicace, je mets ça numéro 2 parce que là, c'est le plus beau changement de variable du monde. Voilà. L'idée est de calculer de deux manières l'intégrale double de dx dy sur 1 moins x2 y2. Alors la première méthode, eh bien, encore une fois, il va y avoir un échange d'intégration et de somme. On regarde l'intégrale de 0 à 1 de x 2n dx, et ça fait 1 sur 2n plus 1. Ce qui fait que, bon, quand on va faire i et qu'on va écrire ici, on va décomposer, comme on est entre 0 et 1, on va décomposer ici en une série géométrique. Eh bien, on va pouvoir passer sous le signe somme. Alors pourquoi? La série géométrique, là on sait très bien mesurer le reste, et on peut voir que le reste va bien fonctionner, être négligeable quand on va comparer ça et ça. Alors ici on a la somme, et puis maintenant je l'ai passé, bon, l'intégrale sous le signe somme, et je vais avoir ici le carré de ça, hein, par séparation de variables, et j'ai bien, je reconnais ici la partie impaire, hein, de zeta de 2. Voilà. Bon, alors ça, on se le garde sous le coude à un moment. Méthode 2. Et là, c'est là qu'il y a le changement de variable. On va poser x égale sinus u sur cosinus v, y égale sinus v sur cosinus u. Alors, il faut bien regarder ce changement de variable, s'il est possible. Alors, regardez, on va extraire u et v en fonction de x et y. De toute façon, quand on aura u, on aura v par symétrie. Et x et y, ils sont dans le carré entre 0 et 1. Voilà. Alors, regardez,
Si je calcule 1 moins y2 sur 1 moins x2, bon, donc je vais avoir une fraction de fraction, hein, et donc je vais avoir le cosinus carré v ici de x qui va passer au numérateur, et ici le cosinus carré v moins sinus carré u ici qui va être au dénominateur, et là c'est symétrique, hein, je complète par symétrie. Et c'est facile de voir, en utilisant le fait que cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1, que ça, c'est égal à ça. Donc ça se simplifie, et ça fait cosinus carré v sur cosinus carré u. Alors maintenant, je regarde x racine, ça c'est positif évidemment, hein, à cause des conditions, x racine de 1 moins y2 sur 1 moins x2, et évidemment, je vais avoir cosinus v, cosinus u, sous réserve que u et v, je puisse les choisir entre 0 et pi sur 2, et je vais multiplier par sinus u sur cosinus v s'élimine, et je vais avoir tangente u. Ce qui va faire que u, c'est arc tangente x racine de tout ça, que je vais appeler alpha ici, et comme ça c'est positif, eh bien je vais avoir u inférieur, compris entre 0 et pi sur 2. De la même manière, par symétrie, j'ai v, là ici je l'appelle bêta, et ici je vais multiplier alpha par bêta. Donc ici j'ai une simplification, ce qui fait que j'ai juste xy qui est inférieur à 1. Et donc si vous pensez à la formule célèbre que quand u est positif, hein, arc tangente u plus arc tangente 1 sur u est égal à pi sur 2, d'accord ? Eh bien, le fait que arc tangente est croissante, positive ici, le fait que xy est inférieur à 1, donc que alpha bêta est inférieur à 1, va faire que u plus v est strictement plus petit que pi sur 2. Voilà. Maintenant, réciproquement, si on prend u plus v strictement plus petit que pi sur 2, on vérifie que x et y, ici, donc cosinus v, ça va être plus grand du coup que sinus u, et donc là, ça va être x va bien être positif et plus petit que 1. Donc tout fonctionne, hein. Donc je prends u et v compris entre 0 et pi sur 2, et u plus v strictement plus petit que pi sur 2. Alors je mets des stricts parce que j'ai mis des stricts pour les 1 ici, mais bon, on peut prolonger par continuité. Et en fait, mon changement de variable, ça va être une application C1 entre ce carré-là, qui correspond à ça, et ce triangle, d'accord, 0, là, pi sur 2, ici. Alors, maintenant, je calcule le jacobien. Donc ici, je dérive par rapport à u, ça fait cosinus u sur cosinus v. Je dérive par rapport à v, il y a un moins, ça fait plus, et je vais avoir sinus u, sinus v sur cosinus carré v. Et là, je complète par symétrie. Et quand je vais calculer le jacobien, eh bien, je tombe sur ça fois ça va faire 1, moins, et je trouve tangente carré u, tangente carré v, c'est-à-dire 1 moins x2, y2. Miracle. Là, c'est vraiment le miracle. D'accord, cette partie qui a fait ce miracle, qui fait que je le mets numéro 2, ça simplifie. Donc, i de 2, c'est égal à la surface, donc tout s'est éliminé, hein, donc c'est vraiment la surface du triangle, et là, la surface du triangle, ici, on a pi sur 2, le carré, ça ferait pi 2 sur 4, mais comme on prend la moitié, ça fait pi 2 sur 8, et là, c'est i de 2, je vous rappelle que c'est 3/4 de zeta de 2, et donc ça fait zeta de 2 égale pi 2 sur 6. Et maintenant, donc, là maintenant, on arrive à ma préférée, l'épreuve de sigma de 2 égale pi 2 sur 6. Elle est un peu longue, c'est pas la plus courte, mais je trouve que c'est le plus beau voyage. En plus, étant donné qu'au départ, zeta de 2, c'était un nombre qui venait de l'arithmétique, on pourrait se sentir frustré que ce soit pas l'arithmétique qui lui rende raison, quoi. Et donc, voici une preuve arithmétique.
ou plutôt une preuve qui tient de ce qu'on appelle la géométrie arithmétique. Voilà. Alors on va partir. Bon, alors ça demande du background. Hein. C'est le théorème des 4 carrés qui dit que tout entier naturel n peut se décomposer en somme de 4 carrés avec son petit codicile qui dit qu'il y a R de n façons de décomposer n en 4 carrés, R de n étant égal à 8 sigma de n. Alors, ce que j'appelle sigma de n, c'est la somme des diviseurs. Donc, j'introduis la fonction somme des diviseurs. D'accord? Diviseur positif, hein, évidemment. R de n est égal à 8 sigma de n si 4 ne divise pas n. Et R de n est égal à 8 facteur de sigma de n moins 4 sigma de n sur 4 si 4 divise n. Donc, voilà le théorème des 4 carrés dans toute sa splendeur. Et relié à la fonction somme des diviseurs. Bon, alors ce qu'on connaît le mieux, c'est la moyenne de la somme des diviseurs, ou, si vous voulez, ce qui revient au même, la somme de k égale 1 à n, de la somme des diviseurs de k. D'accord? Donc regardez, on va le faire. Donc ça, c'est la somme de k égale 1 à n, ici, de somme de m divise k de m. Bon, bah, évidemment, hein, c'est la définition. Maintenant, bon, je vais appeler cette somme sigma n, d'accord? Et je reprends, ici, j'ai la somme des m, mais je vais changer de, comme m divise k, je vais poser k égale md, et je vais faire la somme sur m et d, où md va entre 1 et n, puisque md c'était k. Donc là, tout va bien. Donc maintenant, bah, D, il va de 1, évidemment, à n, d'après ça, et M va de 1 à partie entière de n sur D. Voilà, donc c'est juste un petit changement de variable. Et ça, bon, bah, c'est la série arithmétique, donc on connaît la somme des n premiers nombres, évidemment. Ça nous fait 1 demi de grand N plus 1, où grand N, c'est la partie entière de n sur D, et donc ça nous fait cette somme. Voilà. Mais là, maintenant, quand n va tendre vers l'infini, on voit qu'ici, on peut sortir n2, d'accord? Donc on a n2, et ce qui va rester, bah, donc l'équivalent, ça va être 1 sur d2, et la somme de d égale 1 à l'infini de 1 sur d2, c'est zeta de 2. Donc, on n'a pas de mal à se convaincre que sigma n est équivalent à 1 demi, ici, de zeta de 2, n2. Voilà, quand n tend vers l'infini. Maintenant, le théorème des 4 carrés, il dit quoi? Si on doit regarder somme de R de k égale 1 à n, d'accord? Eh bien, c'est le nombre de points entiers de la boule en dimension 4, puisqu'on fait une somme de 4 carrés, de rayon racine de n. Hein, parce qu'une somme de 4 carrés, ça veut dire qu'on veut x1 carré, plus x2 carré, plus x3 carré, plus x4 carré, égale n. Donc, c'est la 4 boules de rayon racine de n, mais avec ici, on veut des entiers, évidemment. Hein. Bon, alors maintenant, j'ai fait un dessin en dimension 2, normal, et voici ma boule, okay, pour bien se la figurer. Voici mes points entiers en rouge, voilà, et les points entiers, j'ai fait des carrés. En fait, il faut imaginer en dimension 4 que j'ai fait des hypercubes, hein, donc ici, d'arête 1, d'accord, entre les points entiers. Voilà. Donc, je les ai séparés comme ça. Comme c'est des hypercubes d'arête 1, eh bien, évidemment, ils sont de volume, de 4 volumes 1. Voilà. Donc, le volume de ce que j'ai dessiné en vert est égal exactement au nombre de points entiers. Donc, le nombre ici de points entiers de la boule, donc les points rouges, c'est, je l'appelle IN, et j'affirme que IN est compris entre le volume de la boule, de la 4 boules de rayon racine de n-1 et le volume de la 4 boules de rayon
racine de n plus 1. Ça correspond au fait que mon objet vert, il va être compris entre deux boules, une de rayon racine de n plus 1 et une autre de rayon racine de n moins 1. Pourquoi? Parce que c'est l'inégalité triangulaire en fait. Et le fait que tout point est en dimension 2, d'accord? Tout point du plan, il est à racine de 2 sur 2 au plus d'un point entier. Ça, c'est Pythagore. Voilà. Bon, alors, en dimension 3, ce serait racine de 3 sur 2. En dimension 4, ce serait racine de 4 sur 2, donc à 1. D'accord? Donc, chaque point est à 1 d'un entier. Donc, IN va être compris entre le volume ici, donc ce IM qui est le volume de ça, il va être compris entre ce volume-là et ce volume-là. Voilà. Donc, on n'a pas de mal à se convaincre que l'équivalent naturel de IN, ça va être le volume de la 4 boules de rayon racine de n. Mais ça, c'est facile parce que ça se fait, hein, d'accord? C'est bien connu, on peut le voir dans le carnet de voyage en un instant, que c'est le volume c'est pi2 sur 2 fois r puissance 4. Voilà, c'est ça le volume. Donc, comme le rayon, c'est racine de n, ça fait pi2 sur 2, racine de n puissance 4, ça fait pi2 sur 2, n2. Donc, on a ce volume. Et finalement, je sais que le nombre de points entiers de la boule ici, c'est cette chose-là. Mais, c'est équivalent hein, à cette chose-là, pi2 sur 2, n2. Mais c'est aussi la somme de r de k pour k allant de 1 à n. Voilà. Ah oui, normal, puisque c'est... On regarde toutes les solutions entières, ici, pour aller de 1 à n, et ça va nous faire tous les points entiers de la boule. Bon, d'accord, alors ça c'est IN hein, qui vaut ça. Hein. Et donc ça va nous faire 8. Alors, ici, vous voyez bien que vous avez sigma n, mais on va... à cause de ce problème-là, on va lui taxer à chaque fois, d'accord, tous les multiples de 4, va falloir lui taxer, donc il va y avoir sigma n sur 4, 4 fois ici. Voilà, ça c'est la taxe. Donc là maintenant, comparons les volumes. On va avoir d'une part pi2 sur 2, n2, ici, qui va être équivalent, donc, ça c'est le volume de n, qui va être équivalent à 8 fois, ici, étant donné que sigma n est de degré 2 en n, le n sur 4 va devenir n2 sur 16, ici on va avoir un quart, sigma n, et ici on va avoir donc 8 fois 3 quarts, puisque 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts, sigma n. Donc ça fait 6 ici, sigma n. Sigma n, je dégaine le 1,5 de sigma 2 n2, qu'on avait gardé sous le coude, et donc ça fait 6 sur 2, donc 3 sigma de 2 n2. On simplifie par n2, et voilà, on tombe, sigma de 2 est égal à pi2 sur 6. Ce qui veut dire que on a obtenu ça avec le théorème des 4 carrés, l'estimation du nombre de somme en 4 carrés d'entiers d'un nombre, et le volume de la 4 boules.